Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi Keng, 12h en temps universel. Voici les titres de l'actualité au micro Mahmoudou Ibrakan. Campagne de commercialisation de l'arachide, le démarrage prévu lundi prochain. L'État décide de maintenir la subvention de la taxe sur les importations et de sécuriser les revenus des producteurs déjà tentés par le bradage. La marche de l'opposition autorisée par le préfet de Dakar cet après-midi. Le Front de résistance nationale tient à accéder au vrai fichier électoral. Pour le pouvoir, cette manifestation n'est rien d'autre qu'une tentative de déstabilisation du pays. Le ministre de la Justice face aux députés pour défendre son budget 2019. Ismaël Madior Fall interpellé sur les affaires Karim Wade et Khalifa Sall. Les greffiers en grève dans tout le pays. La greffe a du mal à prendre depuis que le montant des fonds communs a été diminué. Un mot d'ordre d'arrêt de travail signé par le syndicat des travailleurs de la justice. Dans l'actualité internationale RDC, les Congo Files fuite de documents relatifs à la mort de 2 experts de l'ONU l'année dernière. L'État congolais serait impliqué dans cette affaire. Et puis sport, football, le portrait du capitaine crack du Casa Sport de Ziguinchor, Pierre Benoît Manga, maîtrisard en physique et chimie, a préféré le football au laboratoire. Bienvenue sur e-Radio, démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide. La date du 3 décembre approche à grands pas et le comité national interprofessionnel de l'arachide et les huiliers ne chôment pas. Tout est mis en œuvre pour réussir l'opération. L'État a pris la mesure de maintenir la suspension de la taxe sur les importations et de sécuriser les revenus des producteurs dont certains bradent déjà leur récolte. Explication dans ce midi du directeur de l'agriculture. Les dispositions sont en train d'être prises par le Sénat qui organise tout cela, l'affectation des points, des opérateurs, les agréments. Donc toutes les dispositions sont en train d'être prises par le Sénat et les huiliers concernés pour que le 3, Inch'Allah, qu'on puisse démarrer dans les meilleures conditions. Il y a des mesures donc arrêtées par le gouvernement, à savoir le prix de collecte qui va être de 210 francs contre 145 francs qui est le prix de référence. Donc pour chaque kilogramme acheté par un producteur, il y a une subvention de 65 francs que l'État va porter, ce qui va permettre donc au dispositif de suivi de pouvoir suivre un peu tout ce qui va se passer au niveau donc des loumets et autres et de sécuriser les revenus des producteurs. L'autre mesure, c'est que la taxe sur l'exportation va être suspendue pour permettre aussi aux exportateurs de participer pleinement à la campagne. Donc ça, c'est vraiment les dispositions phares qui ont été prises. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y aura 115 000 tonnes de semences qui vont être collectées pour préparer la prochaine campagne agricole qui va de 2019-2020. Le directeur de l'agriculture, Omar Sané, était au téléphone avec Antoine Diouf. Chez les étudiants sénégalais, la préoccupation est de pouvoir se restaurer en toute quiétude. Les repreneurs des restaurants universitaires menacent de ne pas assurer le service pour non-paiement des 6 milliards qui leur sont dus. Les assurances du directeur du service des restaurants qui annonce l'ouverture de 2 autres restaurants d'ici le 5 janvier. Ignan Dembatine. Les repreneurs des restaurants universitaires qui menaçaient de ranger les marmites reviennent à de meilleurs sentiments. Le chef de service des restaurants annonce l'ouverture de 2 autres restaurants d'ici au 5 janvier. Sidi Diouf. Le samedi 1er décembre, de faire démarrer d'abord le restaurant de Claudel. Ce qui fera qu'il y aura un 2e restaurant au niveau des restaurants périphériques. Et le mercredi 5 décembre, au niveau du Grand Campus, nous allons redémarrer le self en appui déjà du restaurant argentin qui fonctionne. Il n'y a pas de dysfonctionnement majeur, sauf peut-être au niveau de Argentin où on observait des queues interminables. Et au moment où je vous parle, des dispositions ont été prises. Des concertations sont en cours selon Sidi Diouf, ce malgré la dette estimée à 6 milliards. Hier et aujourd'hui, comme avant-hier, tous les jours nous sommes dans les restaurants, nous travaillons avec ces repreneurs privés, nous échangeons avec eux, ils s'approvisionnent
ils exploitent. Pour ceux qui devront démarrer, ensemble, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions. Les étudiants s'impatientent et exigent l'ouverture de tous les restaurants du campus social, une situation qui interpelle les autorités qui devraient trouver une solution définitive pour un retour au calme. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Un jeudi très politique avec la marche prévue cet après-midi de l'opposition sénégalaise. Le Front de résistance nationale monte au front pour l'accès au vrai fichier électoral, pour reprendre le propos des adversaires du régime. La marche est autorisée et elle va se dérouler sur les allées du Centenaire. Le chargé des élections du PDS, Maguetsi. Le Front a décidé de marcher. C'est dans le cadre de ses activités, pas pour réclamer une meilleure gestion du processus électoral, mais aussi pour protester contre le refus des autorités de mettre à la disposition des partis politiques le fichier général des électeurs. Entre autres protestations, c'est protester contre la non-mise à disposition des partis politiques légalement constitués du fichier général des électeurs que nous avons réclamé au ministre de l'Intérieur, qui devait le faire sans qu'on ne lui réclame quoi que ce soit, parce que la loi nous garantit donc cette possibilité-là de contrôler la tenue du fichier général des électeurs en tant que parti politique légalement constitué. Et comme le stipule le code électoral en son article L48. L'autorité nous a suffisamment entendus. Seulement, l'autorité refuse d'accéder à notre demande, alors que nous n'avions même pas à demander quoi que ce soit. La loi est claire. Le code électoral est clair. Tout parti politique légalement constitué a le droit d'accéder au fichier général des électeurs pour en contrôler la tenue. Donc c'est clair, c'est dit, n'est-ce pas? Le code le dit clairement. Seulement Ali Ngouille Ndiaye s'entête à faire de son candidat président sortant l'élu du 24 février 2019. Du côté du pouvoir, cette manifestation de l'opposition est interprétée comme une volonté de déstabilisation du pays à 3 mois de l'élection présidentielle. C'est ce que pense le ministre Mamba Niang. L'opposition ne devrait pas dire qu'ils vont marcher de gré ou de force. Le droit de manifester est réglementé dans notre pays, mais cela prouve aussi encore qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections et qu'ils sont dans des tentatives uniquement pour déstabiliser le pays. S'il s'agit du fichier, moi je pense qu'on a intérêt à rappeler que ce fichier-là a été créé sur la base d'un accord avant les élections législatives. Et je pense que les règles étaient définies. Il fallait atteindre 4 millions d'électeurs pour pouvoir utiliser ce fichier durant les élections législatives. On s'est rendu compte qu'on a obtenu 6 millions d'électeurs. Et les élections législatives se sont passées correctement. Ils ont eu à gagner des départements. Et nous aussi, nous avons eu à gagner d'autres départements. Je pense que si le fichier n'était fiable ou que ce fichier était manipulable, nous n'aurons jamais accepté d'obtenir 35% à Dakar, 34% à Pékin, 38% à Guédiawaye. Je pense que c'est pas logique. Le problème, c'est que l'opposition a oublié d'inscrire ses militants durant les périodes de révision électorale. Aujourd'hui, ils se rendent compte que nous avions mobilisé notre électorat et que nous avions pris les dispositions politiques pour inscrire nos militants et sympathisants. Au même moment, eux, ils préféraient occuper les médias, insulter, discréditer et ne pas être en mesure aujourd'hui de proposer un programme alternatif à la nôtre. C'est pas la première fois qu'ils tentent de déstabiliser ce pays-là. C'est récurrent. Ils ont essayé avant le référendum, après le référendum, avant les législatives, après les législatives. Ils avaient dit qu'on n'allait jamais arrêter telle personne, il n'y aurait jamais eu de procès. Donc, c'est une continuité. Maintenant, il y a 3 responsabilités que nous allons prendre en tant que gouvernement, en tant que mouvance présidentielle et en tant que militant. Le ministre Mamba Niang, avant lui Maguetsi du PDS, tous ses propos ont été recueillis par Antoine Diouf. Direction l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice fait face aux députés. Beaucoup de questions soulevées par les parlementaires. Les affaires Karim Wade et Khalifa Sall, par exemple, à propos du budget du département de la justice. Il a connu une hausse cette année. Il passe de 39 à 41 milliards. Baba Ndiaye, vous êtes en direct. Dites-nous. Oui, bonjour Mamoudou. Le budget du ministère de la Justice est arrêté à la somme
de 41 milliards 191 255 944 francs CFA pour 2019 contre 39 milliards 416 millions en 2018, soit une hausse d'1 milliard 774 000. Les dépenses du personnel s'élèvent à 22 milliards de francs CFA, soit la moitié du budget. Ces dépenses sont revues à la hausse de 2 milliards de francs CFA et les dépenses de fonctionnement sont estimées à plus de 8 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 9 millions de francs CFA. Les parlementaires se sont interrogés sur l'indépendance de la justice en rapport avec l'inégalité relevée dans le traitement de certains dossiers. Ils souhaitent le respect des arrêts rendus par la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar et dans le différend entre Karim Wade et l'État du Sénégal. Les commissaires ont déploré les agissements portant outrage à magistrats et au jeton du discrédit sur les décisions de justice. Ils ont aussi demandé des explications sur les moyens financiers engagés par l'État du Sénégal dans le cadre des poursuites relatives aux dossiers instruits par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ils ont soulevé la question du suivi des rapports de l'OFNAC de supposés détournements de fonds au PRODAC et sur l'affaire Petrotim. Les commissaires ont réitéré la nécessité de la construction d'un siège pour certains tribunaux et la rénovation pour d'autres. Les parlementaires ont également déploré les longues détentions préventives. Sur un autre registre, Mamoudou, les parlementaires ont émis l'idée d'exiger des candidats aux élections présidentielles, législatives et locales la production du bulletin numéro 3 du casier judiciaire dans leur dossier de candidature. Par ailleurs, ils ont donc attiré l'attention du ministre sur la récurrence des meurtres. Les commissaires ont demandé également des informations sur le dossier relatif à la mort de l'étudiant Serigne Fallou Sène de l'UGB de Saint-Louis, ainsi que sur le suicide de l'ex-détenu de Rebeuss, Cheikh Diop, qui réclamait l'indemnisation de l'État du Sénégal suite à une blessure contractée en prison. Ils ont aussi également pour le ministre sur le cas des mariages forcés, la question de l'avortement médicalisé et sur les pratiques frauduleuses d'une mutuelle de crédit. Nous allons pratiquement terminer par cette information. La cérémonie était prévue à 9h, mais malheureusement, elle a démarré à 11h30, soit 2h30 minutes de retard accusé. Alors, à l'instant, 43 orateurs vont prendre la parole durant cette plénière, dirigée par Abdoulaye Matar Diop. C'est tout donc qu'on peut retenir à l'Assemblée nationale pour l'instant, Mamadou. L'info en continu sur www.imedia.sn. Il est donc midi et 11 minutes. Lutte contre l'érosion côtière en ces temps de houle dangereuse dans la langue de Barbarie à Saint-Louis. Le président Macky Sall a enfilé la tenue de combat hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé à son gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des directives pour la sauvegarde et l'aménagement des zones côtières vulnérables. Cas pratique de cette érosion côtière, l'île de Diogué à l'embouchure du fleuve Casamance. C'est un sujet on va entendre le nom, c'est un sujet de Mohamed Kandji. Il faut au moins 2 heures pour rallier Diogué en pirogue. Après un long trajet sous une chaleur ardente, l'île se dessine à l'embouchure du fleuve Casamance. Ce village de plus de 600 habitants situé dans le département de Bignona est menacé par l'érosion côtière. Saliou Bar, un habitant de Diogué, tire la sonnette d'alarme. Nous avons perdu beaucoup d'espace. On a perdu 10 mètres de plage aujourd'hui. On n'a plus d'espace pour sécher nos poissons. En plus, pour vivre confortablement, c'est difficile. Toute l'avancée de la mer qui a causé tout ça. Ici, l'érosion côtière est une réalité. La mer avance à grands pas, confie Ibrahim Ba. Il soutient beaucoup les populations dans la lutte contre ce phénomène. Le phare qui éclairait un peu les bateaux de passage, qui était également sur la terre ferme en 2009, se trouve aujourd'hui à près de 200 mètres. Tout ceci prouve que la mer avance vraiment, pas par centimètre mais par mètre entier ici à Diogué. L'école primaire, la mosquée et de nombreuses maisons ont été abandonnées à cause des dégâts causés par l'érosion côtière. Aujourd'hui, il urge de sauver Diogué avant que l'île ne disparaisse. Hadim Niass est le chef du service régional de l'environnement de Ziguinchor. L'État est conscient de l'avancée de la mer au niveau de Diogué et fait partie de ses préoccupations. Raison pour laquelle il y a même 3 projets qui sont en cours de réalisation pour ralentir, atténuer
l'avancée de la mer au niveau de Djogé. Pour ces habitants de l'île de Djogé, il s'agit de faire face à l'érosion côtière pour sauver ce qui peut encore l'être. Ils ont déjà pris les devants avec une campagne de reboisement en attendant la mise en œuvre des mesures prises par les autorités. Adieu à l'aide à la presse, place au fonds d'appui et de développement de la presse sénégalaise. Une vieille revendication des acteurs des médias désormais satisfaite. Le ministre de la Communication, Abdoulaye Bibi Baldé, au micro d'Ousmane Gueye. Ce fonds va être extrêmement important parce qu'aujourd'hui, tout le monde a critiqué l'aide à la presse, que ça va directement chez les patrons de presse, ça ne bénéficie pas à l'entreprise. Or, donc, ça ne bénéficie pas aux employés. Pour nous, c'est extrêmement important parce que nous voyons le secteur et donc nous voyons l'entreprise dans sa globalité, le patronat et les employés. Et donc nous voulons amener un fonds qui va permettre à l'entreprise d'avoir des moyens de financement. Parce que le fonds va permettre de garantir en tout cas les prêts. Par exemple, si une entreprise du secteur veut développer son business, veut développer ses activités, le fonds est là. Le fonds aussi va nous aider à former, à outiller davantage les acteurs. Donc, dans le domaine de la formation. Donc, le fonds est là vraiment pour développer le secteur. Il y aura des critères qu'on mettra en place pour ne pas que ça ne serve qu'aux patrons de presse pour gérer peut-être des fins d'année budgétaires difficiles. Et c'est pour quand? On a fini tous les textes d'application. Ça a quitté le ministère et c'est au niveau donc du circuit, au niveau donc du secrétaire général du gouvernement. Et nous pensons bientôt que ça va aussi aboutir comme le code des communications électroniques, mais avec notre volonté, et on a vraiment poussé pour que ce code soit adopté malgré les difficultés. Un autre fonds qui fait du bruit, conséquence immédiate, la paralysie des greffes sur tout le territoire national. Au mot d'ordre du syndicat des travailleurs de la justice, le SYTJUST n'a pas apprécié la diminution des fonds communs destinés à ses militants. Les greffiers sont régulièrement en mouvement depuis plusieurs mois. Le porte-parole du SYTJUST Dakar, maître Pape Gourmbaye, s'en explique pour iRadio. Nous, cellules de base du palais de justice de Lat Dior de Dakar, à l'instar de toutes les autres juridictions du Sénégal, observons depuis ce matin 9h un arrêt temporaire de travail pour montrer notre mécontentement suite aux agissements peu orthodoxe du gouvernement du Sénégal. Il n'est point besoin de rappeler que depuis presque un an, le SYTJUST est en grève et en marge de celle-ci. Le président de la République a reçu le syndicat et avait pris des engagements fermes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail du personnel de la justice. Sur ces entrefaites, nous avons alors décidé de rejoindre le travail, mais depuis ce jour, aucun engagement n'a été respecté. Pour rappel, le ministre de la Justice avait, dans une télé de la place, pris lui aussi des engagements qui n'ont jamais été respectés, ce qui traduit aujourd'hui une frustration la plus totale. Au contraire, nous constatons des actions que nous prenons comme de pures provocations. Le mois passé, nos fonds communs ont connu une dégringolade inédite, car nous avons été délestés de plus de la moitié. Nous ne sommes pas encore remis de ce coup. Ils enchaînent avec un non-respect des accords précédemment signés par le gouvernement et selon son propre échéancier. Nous nous demandons quelle image ils veulent donner aux Sénégalais. C'est un précédent dangereux que les autres autorités de ce pays prennent des engagements et ne les respectent pas, car il y va de la crédibilité même de nos institutions. On peut tout nous faire, mais nous n'accepterons jamais, plus grand jamais, qu'on nous prenne notre dignité. Nous n'excluons pas de durcir le ton si l'autorité campe sur sa position. Nous alertons l'opinion publique, nationale et internationale, et tous les acteurs de la justice et surtout les justiciables qui sont les premiers impactés de tout ce qui arrivera et de la seule faute de l'État du Sénégal. Un monde où tout est connecté, cela a ses avantages, mais on pense peu aux inconvénients de la modernité. À la maison, nos téléviseurs, ordinateurs et même les poupées des enfants sont connectés sans interruption. Or, c'est là que se trouve la brèche et l'espion n'hésite pas à s'y engouffrer. Une alerte d'Internet Society. Nous écoutons Ndeye Maïmouna Diop. Elle est la présidente du chapitre Internet Society Sénégal. Votre smartphone fait partie des objets connectés. Votre télévision, si vous avez une Smart TV, ça fait partie de l'Internet des objets. Si vous avez une montre connectée, elle fait partie de l'Internet des objets. Donc on a tous quelque part, nous, un objet connecté avec nous. La difficulté qu'amène cette connectivité, c'est que quand vous prenez par exemple le cas d'une Smart TV, vous avez chez vous, elle est connectée sur Internet. Quelqu'un malveillant peut l'utiliser pour vous filmer à votre insu. Même votre ordinateur, vous allumez votre webcam,
Quelqu'un de malveillant peut passer sur Internet, vous filmer à votre insu ou écouter ce que vous dites. Donc il y a quand même des garde-fous à mettre. C'est toujours bien d'avoir de l'Internet des objets, par exemple pour la santé, d'avoir des rappels, de savoir que ton insuline est bas, il faut que tu te piques, etc. Mais il faut aussi protéger, il faut encadrer. L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Alpha Khan. Bonjour Mamadou. Bien rentré du séminaire du Conseil constitutionnel. Oui, très bien. Séminaire très très important et très utile en vue des élections qui arrivent. Très bien. On va suivre au Nigeria, Bokar. Le groupe djihadiste Boko Haram doit être éliminé de la surface de la terre selon le président Buhari. Oui, c'est le président du Nigeria qui l'a fait savoir hier. Une déclaration qui fait suite à une attaque il y a une semaine contre une base militaire. Le bilan faisait état d'une centaine de morts parmi les soldats. Le président nigérian s'exprimait à l'occasion d'une réunion annuelle de hauts gradés militaires à Maïdougouri, dans l'état du Borno, à quelques mois de l'élection présidentielle de février 2019. Je rappelle que la semaine dernière, le ministre nigérian des Affaires étrangères était en visite à Dakar pour les besoins de la commission mixte entre le Sénégal et le Nigeria, et il a été retenu à l'issue des travaux la mise sur pied d'une force conjointe pour faire face aux djihadistes dans la sous-région. Les Congo Files suscitent depuis hier de nombreuses réactions d'indignation. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une fuite de documents confidentiels relatifs au meurtre des experts onusiens Michael Sharp et Zaïda Catalan. L'ONU a toujours affirmé que ces deux enquêteurs avaient été tués par des miliciens. 5 médias internationaux, dont RFI et Le Monde, ont analysé cette fuite inédite de documents. Les journalistes qui ont parcouru ces milliers de pages ont découvert que des agents de l'État congolais seraient impliqués et que les Nations Unies ont enquêté sur cette hypothèse, mais ont choisi de ne rien dire à ce sujet pour éviter une brouille avec Joseph Kabila et son régime. C'est ça qui suscite aujourd'hui des réactions d'indignation et d'incompréhension. Avant de continuer, est-ce qu'on peut rappeler les faits? Alors, le 12 mars 2017, alors qu'il se trouvait au Kasaï en train d'enquêter sur des violations du droit international humanitaire, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaïda Catalan sont enlevés près de Kananga, dans la province du Kasaï. Vers 17h, ils sont assassinés. Cette exécution aux allures de piège aurait donc été préparée et filmée. Les auteurs de cet assassinat courent toujours. Et après la découverte des corps des deux experts, fin mars, les Nations Unies ont lancé un comité d'enquête afin de faire la lumière sur ce double meurtre. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dépêche même un procureur en RDC. La justice congolaise s'est mise aussi au travail pour enquêter et les autorités ont même dévoilé une vidéo de l'assassinat. Dans le cadre de l'enquête, les États-Unis ont transmis à Kinshasa une liste de suspects, une liste qui a disparu comme par enchantement car les enquêteurs congolais ne l'ont pas exploitée. Finalement, avec ces Congo Files, on soupçonne des agents et militaires congolais d'être les auteurs de cet assassinat. C'est bien cela, et les réactions n'ont pas tardé, avec notamment Yann Eliasson, ancien vice-secrétaire général de l'ONU, qui estime qu'il est inacceptable que des éléments relatifs à l'implication de l'État congolais ne soient pas rendus publics, même si cela doit gêner le gouvernement ou compromettre une importante mission onusienne dans le pays, la MONUSCO. Autre réaction, celle d'Amnesty International, qui condamne le manque de respect de l'ONU pour ses employés et demande qu'une nouvelle enquête soit ouverte dans les meilleurs délais. Les autorités congolaises ont-elles réagi alors à ces révélations qui les impliquent dans cette affaire? Justement, elles ont réagi par un droit de réponse adressé à nos confrères qui ont traité ces fuites. Une enquête collective a nécessité presque 2 ans d'investigation pour tenter de comprendre les conditions dans lesquelles les deux experts onusiens ont été assassinés. Un procès s'est ouvert le 5 juin 2017 à Kananga. Il est toujours en cours, mais il a été suspendu 10 mois sur demande du secrétariat général de l'ONU. Et un procureur canadien, je le disais tout à l'heure, qui s'appelle Robert Petit, a été nommé pour soutenir l'enquête judiciaire congolaise. Le porte-parole du gouvernement congolais, M. Lambert Mende, appelle les Nations Unies à transmettre toutes leurs informations, y compris relatives à des agents de l'État, à la justice militaire congolaise. Je donne une citation d'une phrase qu'il a prononcée. C'est parce que nous savons que des membres du personnel de l'État sont capables de poser des actes attentatoires aux lois que nous avons institué la justice militaire. Sur place, le procès de Tcheka, c'est bien ça? Oui, Tcheka. Il s'est ouvert plutôt devant la cour militaire opérationnelle de Goma, dans le nord Kivu. Alors, Tcheka, c'est l'ancien chef de la milice Nduma Defense of Congo, NDC,
qu'il a créé en 2009. Son vrai nom, c'est Thabo Taberi. Il a 42 ans aujourd'hui et est poursuivi pour viol et crimes contre l'humanité. Il s'est rendu de son propre chef à la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, en juillet 2017, après avoir terrorisé avec sa milice le territoire du Walikale de 2009 à 2017. Écoutons Julien Paluku, le gouverneur de la province du Nord Kivu, sur ce procès. Cheka était considéré comme un gars courageux et intouchable. Personne ne pouvait le traduire en justice. Aujourd'hui, nous sommes heureux que tous ceux qui se croyaient abandonnés, qui avaient perdu un membre de leur famille à cause des attaques de Cheka, soient heureux de voir ce monsieur qui se croyait intouchable poursuivi par la justice congolaise. C'est une bonne chose. Ce sera un exemple pour tous ceux qui continuent à commettre des crimes ici et là. Ces gens doivent savoir que demain ils répondront de leurs crimes devant un tribunal. Je rappelle que la RDC tient ses élections présidentielles, provinciales et législatives le 23 décembre prochain. Ces consultations sont menacées dans certaines provinces comme le Nord Kivu par l'épidémie d'Ebola et l'insécurité liée aux activités de la milice ADF, les forces démocratiques alliées. Boubacar Alpha Kane ou l'actualité internationale expliquée aux enfants de 7 à 77 ans. Merci. Le journal des sports de e-Radio. Seydina Abagé qui prend le relais. Bonjour. Bonjour Mamadou. C'est pour les sports. Basket homme, polémique au tournoi national de montée en D1 après une fin de match houleuse entre la Jeanne d'Arc et Isaac Sport. Tout est parti du dernier panier du match, un panier à 3 points décisif qui a permis à la Jeanne d'Arc de virer en tête au buzzer. La victoire 70-68 est acquise pour la GIA avec la validation de ce panier. Une décision que n'accepte pas le camp d'Isaac Sport. Après plusieurs minutes de contestation, le président d'Isaac Sport décide finalement de déposer un recours auprès de la Fédération sénégalaise de basketball. Pour lui, le temps du match était écoulé au moment du shoot gagnant. Et c'est tard dans la nuit que le contentieux a été vidé au profit de la Jeanne d'Arc. La commission technique de la fédération a confirmé le résultat sur le terrain. Dans le procès verbal envoyé à la rédaction de e-Radio, les fédéraux affirment que les arbitres ont agi en conformité avec les règles du jeu. Une décision que conteste Isaac Sport. D'ailleurs, son président Moustapha Diop sera en conférence de presse cet après-midi à 15h. Parlons foot, le Casa Sport qui peine à s'imposer dans le championnat national de Ligue 1. Effectivement, Mamoudou, 3 matchs nuls et une défaite, c'est le bilan du Casa après 4 journées de championnat. Le club de Ziguinchor n'a pas encore enregistré de victoire depuis le début de la saison. Mais rien d'inquiétant selon le capitaine du club. Pour Pierre Benoît Manga, l'équipe joue bien et les joueurs sont confiants. Écoutons-le, il est avec Mohamed Kandji. 4 matchs sans victoire pour le Casa Sport, une première pour le club fagnon de la capitale du Sud. Mais rien d'inquiétant si l'on en croit Pierre Benoît Manga, capitaine du Casa Sport. Pour lui, l'équipe joue bien. Je pense que pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas encore déclenché notre contre-victoire. Le fond y est, le jeu y est, mais c'est juste que si on continue sur cette façon de jouer, sur ce comportement qu'on a dans le terrain, je pense qu'à la longue, on peut s'attendre à un déclic pour ce qui concerne les victoires. Avec 3 points, le Casa Sport compte réagir de la plus belle des manières pour s'offrir une première victoire. Au niveau du club, tout est mis en place pour remobiliser les troupes et permettre à l'équipe d'aller de l'avant. Il nous rassure, il nous demande de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir de doute par rapport à cette situation, c'est-à-dire notre 12e ou 11e place. Donc l'important pour lui, c'est que pendant ces 4 journées, on s'est bien comporté dans le terrain. Donc c'est surtout ça, quoi. Il nous encourage à continuer sur cette lancée. En attendant la 5e journée du championnat contre l'équipe de Génération Foot, le Casa Sport va essayer d'obtenir une victoire en Coupe de la Ligue. Match qui va l'opposer à l'EJ Fatick le week-end à venir. Justement, Seydina, nous restons avec Pierre Benoît Manga, qui est un bel exemple pour les jeunes sportifs. Et oui, Mamadou, il a pu aller au bout de ses études avant de se consacrer à sa passion, le football. Titulaire d'une maîtrise en physique et chimie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Pierre Benoît Manga a délaissé les salles de classe et autres laboratoires pour pratiquer le football. Un choix qui a été difficile pour ce joueur qui n'a connu que le Casa Sport comme club. Pierre Benoît Obia Manga, un crack, capitaine du Casa Sport, c'est ce que nous dit Mohamed Kandji.
D'un abord facile et d'une disponibilité sans commune mesure, Pierre-Benoît Manga a démarré par les écoles de football avant d'arriver au Casa Sport. J'ai démarré à l'école de football Mamadou Faye ici à Ziguinchor. Ensuite, j'ai été à Dakar dans un championnat régional à l'ASC Lumière. Après, depuis 2012, je suis au club au Casa Sport. Pierre-Benoît et le Casa Sport, c'est une histoire d'amour. Depuis 8 ans, ce milieu de terrain est resté fidèle à son club de cœur. Depuis 2012, je suis là, la première année que le Casa a eu trophée de championnat. Depuis ce moment, je suis là. 8 ans que je sers ce club. 8 ans que je suis dévoué à ce club. C'est mon club de cœur. Sur un terrain de foot, Pierre, c'est l'intelligence en mouvement, disait son ancien coach Demba Ramata Ndiaye. Le terme intelligence est très bien employé car le capitaine de l'équipe du terrain du Casa Sport est avant tout un crack. J'ai eu mon bac plus 4 après la maîtrise. Je suis venu au Casa Sport. Maîtrise en physique-chimie. Un maîtrisard qui a délaissé les salles de classe et laboratoires pour le football. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. C'est mon destin, je dirais. Avant de choisir de faire le foot, j'ai longuement réfléchi. De concert avec mes parents. Bon, ils m'ont conseillé de choisir ce que mon cœur veut. Parce que dans la vie, je pense qu'il faut faire quelque chose où on se sent le plus à l'aise, quoi. Après 8 ans au Casa Sport, Pierre-Benoît ne regrette pas son choix, même s'il pense que le football ne lui a pas encore tout donné. C'est vrai que aussi la carrière que j'ai choisie jusqu'à présent, j'ai pas eu de cadeau, ça n'a pas été facile, mais bon. Je vais continuer à persévérer, espérant qu'un jour ça va payer. Le capitaine du Casa Sport est un grand fan du Real Madrid. Son joueur et idole, Luka Modric. Pour cette saison, il ambitionne de gagner un trophée avec son club et d'aller monnayer ses talents à l'étranger. Mamoudou, c'est tout pour l'actualité sportive de ce Midi Keng. Rendez-vous sur emedia.sn pour plus d'informations. Midi Keng, et qu'est-ce qui suit là? Bolkeng. Voilà, merci, il fallait le dire. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Le reportage du midi, une bouffée d'oxygène qui nous vient du parc forestier de Hann à Dakar, à la découverte d'un musée à ciel ouvert méconnu pourtant de nombreux Sénégalais. L'endroit se différencie des autres musées par son décor particulier. Une excursion de notre reporter Aminata Ndang. Je viens de souhaiter à Amina le bienvenue dans le bois sacré. Ça, c'est un rythme que je joue pour mes invités, pour des gens qui viennent me rendre visite. Unique au Sénégal dans son genre, le bois sacré est niché au parc forestier de Hann. Ibrahima Sagna est le conservateur. Il est artiste, collectionneur d'instruments et d'objets d'art. Un lieu qui est connu mondialement parce que souvent quand on fait des émissions à la télé ou bien des émissions dans des trucs internet, on reçoit des félicitations, des amis qui nous appellent de partout pour nous dire que vraiment ils sont contents, ils sont fiers d'appartenir à l'Afrique. Créé en 2010 lors du Festival mondial des arts nègres, Ibrahima Sagna apporte des précisions sur l'appellation bois sacré. Le choix du nom du bois sacré, c'est pour nous, pour se retrouver, pour dire qu'on est fiers d'être africains. Parce qu'en Afrique, dès que vous parlez du bois sacré, tous les Africains se retrouvent. Le bois sacré est quelque chose de précieux chez les Diola. Parce que chez les Diola, si vous n'avez pas fait l'initiation du bois sacré, vous n'avez pas le droit à la parole. Vous êtes encore quelqu'un qui n'a pas encore l'âge de la maturité. Sur place, on retrouve des instruments traditionnels de la musique africaine, des ustensiles, des objets d'art, des choses qui renvoient à la culture des sociétés africaines dans son originalité et sa diversité. Nous, on a essayé de créer une Afrique en miniature. Bon, vous voyez, si un Guinéen, un Congolais, un Togolais passe dans cet espace, se retrouve, vu que nous appartenons à l'Afrique. Donc, c'est une fierté pour nous de montrer la culture et l'art africaine. Les Sénégalais aussi se retrouvent, mes cousins Sérère, Paul, Toukoulou, tout le monde se retrouve dans cet espace. Donc, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour l'Afrique, c'est une fierté pour le Sénégal. Par exemple, on a le bombolon qui est un instrument Diola Manjak de la Guinée-Bissau. Il y a aussi le bombolon qu'on retrouve aussi en Afrique centrale, au Cameroun, en Centrafrique, les deux Congo, vous voyez. Donc c'est un instrument qui donne des informations. Par exemple, s'il y a baptême, mariage, donc vous voyez, si le village est attaqué pour avoir de l'aide aussi, on utilise cet instrument qu'on appelle le bombolon pour donner le message. L'endroit a sa particularité. Il se différencie des musées modernes de par son décor. Dès que vous venez dans ce musée, vous voyez
voyez que c'est rare de voir un musée en plein forêt. Donc ce musée-là se trouve en plein forêt dans le parc géologique d'Anne, qui est le seul espace vert qui reste actuellement à Dakar. Donc c'est ça qui fait le charme et la particularité de cet espace qu'on appelle le bois sacré. La culture étant au début et à la fin de tout développement, Ibrahima s'est inspiré du président Poète. Le père Sédar Senghor disait que c'est intéressant, c'est bon pour un Africain de savoir qui il est d'abord pour pouvoir avoir une ouverture dans l'autre monde. Donc nous, on est fiers de savoir qui on est et d'où on vient aussi. Donc c'est important. Au cœur du poumon vert de Dakar se trouve un musée à ciel ouvert. Dans cet espace culturel, nombreux sont les artistes qui y ont réalisé leurs clips. Parmi eux, Youssou N'Dour, Aïda Samb, entre autres. GD16 vous offre la revue de presse. Ousmane Gueye. Peut-être un début de solution pour les victimes de la houle à Saint-Louis et Kayar. Le chef de l'État se saisit enfin de la question en réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Macky Sall, qui a dû mesurer l'ampleur des dégâts, comme l'écrit l'AS jeudi, a instruit le gouvernement de recenser avec précision les pertes constatées et d'apporter l'assistance habituelle aux populations et pêcheurs sinistrés. Mais à lire Le Soleil, il s'agira d'aller au-delà d'une réponse ponctuelle à un problème structurel. C'est ainsi que le président de la République demande la tenue d'un conseil interministériel avec l'ensemble des acteurs. L'occasion sûrement de faire le point sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l'érosion côtière. Et il n'y a pas que Saint-Louis et Kayar qui sont menacés. Dans le viseur de l'océan aussi, Saly Portudal, Popenguine, Bargny, Ziguinchor a sauvé au plus vite. Et pour ce faire, il est annoncé à la page 2 de Enquête l'exécution rapide des projets financés par l'État avec le concours de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Le fameux article 27 du projet de code des communications électroniques, lui, a pu sauver. Oui, le passage qui inquiétait tant les organisations de défense des droits de l'homme et les médias en ligne a été adopté hier à l'Assemblée nationale, tout comme le texte. La loi des controverses, pour prendre la une de Enquête, passe donc dans un climat de forte tension. Les confrères font état d'empoignades et surtout de suspicions autour des 12 milliards de budget alloués à l'autorité de régulation des télécommunications et des postes en cette année électorale. De l'argent que le régulateur pourrait utiliser à sa guise, estiment certains parlementaires. Est-ce vraiment pour contrôler les dépenses de la RTP que Abdoulaye Bibi Baldé avait voulu la rattacher à son département? Si cette disposition n'a pas été retenue, c'est parce que le directeur général Abdou Karim Sall est vite monté au créneau. Source A reprenant Cheikh Abdou Mbacké Baradoli note que le régulateur en chef pour rester à la présidence a dû sensibiliser certains députés. Au lieu de limiter les pouvoirs de l'instance de régulation, le nouveau code les renforce plutôt. Ainsi parle le ministre de l'économie numérique dans Vox Populi pour souligner que la RTP a désormais des pouvoirs pour mieux garantir la sécurité des Sénégalais sur la toile et les réseaux sociaux. L'opposition, elle, a pu en profiter pour renforcer ou, si vous préférez, accentuer ses tirs sur le pouvoir. Et 3 angles d'attaque pour ce faire: les angles habituels, la RTS, Le Soleil et l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Vous avez fermé la RTS, Le Soleil et l'APS aux opposants et vous voulez la même chose sur les réseaux sociaux, se plaint Mamadou Diop Decroix, qui dénonce la place trop importante à ses yeux accordée au pouvoir. Rien d'autre que de la dictature, conclut l'ancien ministre de la Communication dans Source A. Et pendant ce temps, Maître Mame Adama Gueye continue d'accuser le régime de préparer un hold-up électoral en perspective de la prochaine présidentielle. L'avocat qui s'est retiré de la course occupe la une de la tribune et c'est pour annoncer qu'un dispositif a été mis en place à cette fin. Quel mécanisme faudrait-il à Karim Wade pour un retour sans risque au Sénégal? Il ne faudrait pas du tout se perdre en conjecture. Il ne reviendra pas. Signé Farba Senghor, l'ancien chargé de propagande du Parti démocratique sénégalais. Sur quoi se font-ils? Reportez-vous à la page 7 de Vox Populi de ce 29 novembre. D'abord, Karim Meïssa Wade avait hâte de sortir de prison en optant pour la grâce présidentielle. Il ne reviendra donc pas pour y retourner, explique Farba Senghor dans une interview accordée aux confrères. Interview dans laquelle il aborde aussi les chances de Ousmane Sonko, un épiphénomène selon lui. Quelqu'un qui a 1% en 2018, comment peut-il avoir 50% en 2019, se demande Senghor, qui considère
considère que le leader de PASTEF peut s'attendre tout de même à un score raisonnable. Gadio, lui, n'est plus de la course et si on parle de lui ce matin, c'est dans l'affaire qu'il vise ou qu'il visait aux États-Unis. À en croire les Échos, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, pour se tirer d'affaire, une sorte de retour d'ascenseur après avoir été blanchi, pour se tirer d'affaire donc, Cheikh Tidiane Gadio balance son ancien ami Patrick O, révèle les Échos, selon qui le patron du MPCL a conforté la thèse de la corruption. 2 millions de dollars, je ne peux que penser à une tentative de corruption. GD16 vous a offert la revue de presse. Dernière minute, chavirement d'une pirogue à Saint-Louis, 3 morts et 7 blessés d'après le site emedia.sn. Le rappel des titres de l'actualité. Campagne de commercialisation de l'arachide, le démarrage prévu lundi. L'État décide de maintenir la suspension de la taxe sur les importations et de sécuriser les revenus des producteurs déjà tentés par le bradage. La marche de l'opposition autorisée par le préfet de Dakar cet après-midi, le Front de résistance nationale tient à accéder au vrai fichier électoral. Pour le pouvoir, cette manifestation des opposants n'est rien d'autre qu'une tentative de déstabilisation. Le ministre de la Justice face aux députés pour défendre son budget 2019, Ismaïla Madior Fall, interpellé sur les affaires Karim Wade et Khalifa Sall. Et puis les greffiers en grève sur l'ensemble du territoire. La greffe a du mal à prendre depuis que le montant des fonds communs a été diminué. Un mot d'ordre d'arrêt de travail signé par le syndicat des travailleurs de la justice. Le midi présenté par Mamoudi Wakan, à la technique Alun Diassé, réalisation Mohamed Kandi, Antoine Diouf, Salimto. Juste après, si le Mouniel Tonton Ada, le 13h, c'est-à-dire Kibari avec Khalifa Diakhaté. Merci de nous avoir écoutés. Bon appétit et bon après-midi. ربي وباب الله لم